All right, bonjour. Welcome to our panel on digital trust, the invisible fuel for smart cities and intelligent transportation systems. So I just had the privilege of introducing this topic at a high level. Now we have an awesome opportunity to dive deeper into some of the specifics and specifically more into transportation. I think this is one of the more interesting sub-segments of any modern connected city. So I'd like to start our time by asking each panelist to just give a brief introduction of themselves, and that'll give you some context to where their comments are coming from. Good morning, hello. My name is Edith Eze. I am in charge of cybersecurity for the Alstom Group. We are building metro cars, rolling stock, signaling systems, and my job is to make sure that they are safe, secure to transport people. Bonjour à tous, Laurent Pic, je suis donc le représentant de la France à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Cela fait 3 ans que je suis à Montréal. Je suis un diplomate de carrière avec une expérience maintenant de plus de 30 ans, surtout sur des questions européennes et des questions multilatérales dans le cadre du système des Nations Unies. J'ai été juste avant ambassadeur au Japon et depuis que je suis à Montréal, je me suis beaucoup occupé de la sécurité et de la cybersécurité dans le domaine de l'aviation civile. Donc c'est à ce titre que je préside un groupe du Conseil de l'OACI qui s'occupe de la cybersécurité. Bonjour à tous, Eric Vautier. Donc moi je suis le RSSI, responsable sécurité et système d'information du groupe ADP, donc aéroport de Paris et puis également une 25 à peu près aéroports répartis dans le monde entier. J'ai toujours travaillé presque dans l'aéroport, d'abord sur la partie informatique et puis depuis une quinzaine d'années sur la partie cybersécurité. Donc il y a pas mal de travail sur l'aéroport, mais j'arrive à dégager un peu de temps justement pour des travaux communautaires d'une certaine manière, puisque comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, il y a un certain nombre de travaux au niveau de l'OACI et les aéroports seront représentés au travers des associations et j'ai la chance de participer à certains de ces travaux pour faire entendre la voix de l'Association mondiale des aéroports, ACI World. Bonjour à tous, Nicolas Ducharme, sous-ministre adjoint au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je suis également, j'exerce les rôles de CFO et de CIO au ministère. Et donc, depuis les dernières années, on a pris un certain leadership dans le secteur des transports pour rehausser nos niveaux de sécurité. La pandémie a aidé beaucoup. On voulait connecter 8000 de nos employés en travail hybride et ça nous a fait aussi découvrir la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement. Donc, technologie opérationnelle, technologie de l'information, comment sécuriser ou rendre plus sécuritaires nos organisations. Et quand on parle des villes intelligentes et des systèmes de transport intelligents, je pense que les leçons des dernières années vont nous aider à aborder ce dossier-là. Excellent, thank you. Okay, so before we even talk about this or whose job it is to do, to secure all these systems, let's just assess the current threat level. So are smart cities seeing infrastructure impacted by threat actors right now, today? Alors, je vais parler en français. Donc, effectivement, tout ce qui est connecté et tout ce qui devient de plus en plus intelligent le devient grâce à du logiciel et à de la connectivité de toutes sortes d'antennes et de transports non filaires. Et donc, pour obtenir de la performance opérationnelle, pour obtenir de la maintenance prédictive, pour obtenir de nouveaux services, on met dans nos systèmes de transport et dans nos villes intelligentes de plus en plus de logiciels, souvent du logiciel qui a été conçu dans d'autres cadres. On met des composants. Ces composants ont été faits parfois pour le grand public et ils se retrouvent au cœur d'infrastructures très critiques. Et donc, de ce fait-là, on parlait tout à l'heure d'un besoin d'une confiance invisible. On a absolument besoin que tout cet édifice qui repose sur ce logiciel soit effectivement le plus sécurisé. Et donc, ces smart cities, en franglais, sont devenus, ces smart transportation sont devenus effectivement des environnements extrêmement connectés et extrêmement logiciels qu'il faut protéger, qu'il faut défendre. Alors l'aviation, évidemment, est elle aussi confrontée à des menaces. Je voudrais d'abord commencer par dire que l'aviation a toujours été smart en termes d'innovation et qu'elle l'est maintenant aussi parce qu'elle se décarbonise, donc elle contribue à la lutte contre le changement climatique en n'émettant plus. C'est aussi une façon d'être smart, me semble-t-il, et même si on parle de cyber, il faut le mentionner. Les menaces, c'était très intéressant dans votre présentation initiale de voir le jugement que porte le public ou un public avisé sur les menaces de l'aviation.
Et parmi les points particulièrement menacés, je constate qu'il n'y avait pas les compagnies aériennes. Or, je pense que c'est surtout les compagnies aériennes qui sont les premières menacées, puisque la menace principale, c'est surtout le ransomware, donc les acteurs qui veulent se procurer des ressources financières en détournant les données personnelles bancaires, en particulier des passagers qui achètent des billets sur les billets d'avion sur des sites internet. Donc ça, c'est 75% des attaques cyber, c'est le ransomware. La deuxième source de menace, c'est donc des acteurs qui veulent perturber les activités, les opérations aériennes, et donc qui s'attaquent par exemple à des infrastructures comme les aéroports ou des prestataires de services de navigation aérienne. On a connu ça récemment en Europe avec par exemple Eurocontrol, qui a été dans l'impossibilité de transmettre des plans de vol pendant un certain temps. Donc ça, c'est peut-être entre 20 et 25% des attaques. Et puis, la dernière menace principale, c'est des insiders, donc comme vous le disiez, ceux qui, à l'intérieur, peuvent fragiliser les systèmes. Donc c'est un peu un tableau différent de celui que vous avez présenté. On a eu des cas, par exemple, récemment, de perturbation du système GPS qui fournit des données de navigation aérienne sur le positionnement des avions dans la zone moyenne-orientale et qui peuvent représenter donc ces attaques qu'on appelle le spoofing, des menaces pour la navigation aérienne elle-même, donc pour les opérations des avions. Mais pour l'instant, on n'a pas connaissance d'attaques directes sur les systèmes d'un avion qui pourraient mettre en danger la sécurité de l'appareil. Ça, pour l'instant, on n'a pas eu ça, mais évidemment, on se prépare à ce type d'attaque à l'avenir. Côté aéroport, donc on a souvent tendance à nous comparer à des petites villes, donc le terme de Smart Cities se déclinera, je pense qu'on en parlera un peu plus tard en termes de Smart Airport. Donc aujourd'hui, j'ai joué peut-être un peu mon rôle caricatural de RSSI, qui est toujours celui qui dit non en permanence. On veut apporter des nouveautés, le RSSI dit non, ça n'a pas été sécurisé, etc. Mais pour reprendre le point d'Eddy, en fait, c'est ça la difficulté, c'est la rapidité d'exécution qu'on veut avoir, c'est-à-dire connecter le plus rapidement possible un certain nombre de dispositifs pour en tirer une certaine valeur. Je pense qu'on en parlera dans le détail. Et généralement, alors soit dans les bonnes organisations, on fait de la cybersécurité dès la conception, cyber security by design. Et puis dans les organisations un peu moins bonnes ou alors un peu trop rapides, on a tendance à connecter le plus rapidement possible des dispositifs qui n'ont pas été conçus avec les bons niveaux de sécurité, les bonnes analyses de risques, etc. Donc aujourd'hui, on se retrouve assez régulièrement confronté à cette ambiguïté entre le time to market, l'urgence de connecter pour optimiser un certain nombre de choses, et puis les travaux inhérents à la cybersécurité qui sont, encore une fois, de manière assez logique, qui ralentissent les projets dès l'instant où ils ont été mal intégrés. Donc voilà, la difficulté, c'est vraiment ce grand écart entre l'envie et la réalité. Le secteur public est déjà une victime de plusieurs cyberattaques, donc de demandes de rançon. Au Québec, on sait que certaines sociétés de transport, sans les nommer, ont déjà été cyberattaquées. Il est à prévoir que dans l'avenir, les États, comme on l'a vu tout au long de la conférence, vont utiliser la guerre virtuelle pour... Dans leur arsenal. Le Canada a déjà subi un certain nombre d'offensives. Le secteur des transports est un des secteurs visés pour déstabiliser les démocraties, avec l'énergie notamment, et les secteurs financiers. Donc, aussitôt qu'on voudra parler de systèmes de transport intelligent ou de villes intelligentes, donc de partage de données, les proies vont grossir, donc qui vont intéresser évidemment les cybercriminels, mais aussi les États étrangers. Juste un petit point à ajouter, c'est-à-dire que par rapport au point dont tu parles, aujourd'hui, sans vouloir faire peur à qui que ce soit, il y a ceux qui savent qu'ils ont été attaqués et ceux qui ne savent pas qu'ils ont déjà été attaqués. En fait, globalement, le manque de surveillance, en particulier dans les systèmes de transport un petit peu anciens, fait qu'on n'a souvent pas connaissance de l'étendue des dégâts. Et donc on a parfois l'impression d'être tranquille, mais on est déjà quelque part un tout petit peu infiltré, voire beaucoup. Donc, je suis d'accord avec vous, d'autant que le secteur des TI, des technologies opérationnelles, on découvre les interdépendances, notamment quand elles sont connectées. Yeah.
Two very important points that I would add to the insider threat. Our study has shown two types of insiders, and the lead is the non-malicious insider. The negligent insider is the lead threat actor, and then the next one was malicious insiders. And so yeah, that far outpaced nation states, hacktivists, and all the other threat categories would be the insiders. So everybody has to sort of concern themselves with that well beyond just transportation. And also attribution, knowing that something's going on, very challenging. Especially for some organizations with low maturity, if they don't have the proper monitoring, they don't know. And there are threat actors whose very purpose and goal is to be unobserved. And so to know that they were there. So we do see people in our surveys having high confidence or saying, absolutely, we haven't had an incident this year. We always sort of laugh at that and say, how do you know you don't? So let's dive deeper into this. Transportation is a huge part of any modern connected city. You've got planes, trains, and automobiles, to make reference to the late John Candy's classic movie. But you have buses, you've got subways, some places have advanced maritime infrastructure. So let's go deeper into it. So Eddie, let's start with you. How is information technology, the cloud, IoT, digitalization in general, how is it impacting transportation? We've sort of touched on some of that already. Maybe we can go a little bit deeper in the things that are impacting this vertical. Alors, toutes ces nouvelles technologies vont nous impacter à plusieurs niveaux dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que moi, je suis un fabricant de produits, donc dans la conception de nos produits, on a mis en œuvre de nouvelles méthodologies de travail. On s'est appuyé sur de nouveaux outils, de nouveaux modèles, et donc on a fait des produits qui avaient une certaine fragilité supplémentaire parce qu'on s'est appuyé sur des méthodes qui n'étaient pas forcément conçues pour ça au départ. Ensuite, après, il a fallu fabriquer ces produits, donc il a fallu les assembler, les concevoir, et pour ça, on fait intervenir toute une chaîne logistique. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sous-traitants qu'il peut y avoir dans la construction d'un avion, d'un train ou d'un ascenseur. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on a augmenté cette fragilité. Puis après, quand on les met en œuvre, ces systèmes, de plus en plus complexes, ils nécessitent forcément de plus en plus de points de contrôle et de manière de les surveiller. Et donc, ça veut dire qu'on met plein de petits trous partout pour les observer, pour extraire de la donnée de ces systèmes-là et par exemple faire de la maintenance prédictive. Un avion ou un train, c'est très important de savoir anticiper la panne pour le diriger vers l'endroit où il sera le plus rapidement réparé, pour éviter que la panne survienne à un moment où on ne souhaite pas qu'elle survienne. On a aussi besoin d'améliorer le confort des passagers. Donc tous ces équipements sont truffés de capteurs, de systèmes intelligents pour prendre le contrôle, pour faire des actions. On a besoin aussi de les réparer vite. Donc on a besoin effectivement de pouvoir anticiper les pannes, de pouvoir appliquer des petites corrections parfois pendant que le système est en route. Et donc tout ça, ça a ouvert de nouvelles surfaces d'exposition à nos systèmes. Donc les nouvelles technologies sont quelque chose qu'on appelle de nos voeux parce que ça nous aide à être plus efficaces et plus opérationnels. Mais de notre côté, il faut effectivement apprendre à vivre avec dans des systèmes qui au départ n'ont jamais été conçus pour être exposés à ce genre de menaces-là. Alors l'aviation, évidemment, se numérise aussi énormément, même si, comme je l'ai dit, jusqu'à présent, les constructeurs ont réussi à isoler les systèmes principaux des avions pour les préserver des menaces cyber, mais jusqu'à quel point cette protection va pouvoir continuer, étant entendu que les technologies se développent, comme l'a dit ce collègue d'Alstom. Maintenant, vous avez dans les systèmes, dans les avions, comme vous êtes souvent des passagers, des systèmes de divertissement à bord qui sont eux-mêmes connectés à Internet, avec maintenant même l'accès à Internet. Comment faire en sorte de préserver la sécurité dans ces conditions et la sûreté. Et puis vous avez aussi des nouveaux types d'avions qui commencent à circuler, qui sont les drones, ce qu'on appelle des systèmes pilotés à distance. Et là, pour le coup, la transmission de données est fondamentale entre le sol et l'appareil, et peut créer des vulnérabilités, puisqu'on peut, si ce système n'est pas protégé de transmission, avoir à terme une prise de contrôle de l'appareil par des personnes malveillantes. Donc on a évidemment une tendance qui nécessite qu'on prenne des mesures pour garantir que la sûreté et la sécurité soient assurées. Sur un des points aussi, pour compléter ce que disait Eddy, on a pris comme postulat de départ que finalement on aurait une connectivité perpétuelle en fait. Tout le monde sait que Internet a été conçu justement par l'armée américaine à la base pour être résistant à tout type d'attaque. Et donc on a l'impression que ce système sera toujours, ce réseau sera toujours disponible. Ça a été évoqué par M. Ducharme. On est tous, les aéroports en particulier, mais les institutions, les universités et un certain nombre
d'entités représentant les États ont été attaquées ces derniers mois, et ça continue encore par ce qu'on appelle des opérations de déni de service, c'est-à-dire de saturation de la connexion Internet de l'entité. Alors on croit que Internet va toujours résister, oui, Internet sans doute, mais pas les dispositifs assurant la connexion de l'entité. Et donc finalement, on assiste à des bombardements qui marchent très bien. Monsieur l'ambassadeur a évoqué le cas d'Eurocontrol, qui a perturbé des optimisations au-dessus dans le ciel européen, pardon. Et juste pour faire une petite insiste technique, en fait, on commence à comprendre ce qui s'est passé sur toutes ces attaques-là, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait une faille dans un des protocoles qui permet de faire ces échanges de données. Alors, je ne vais pas être trop technique, mais vous savez sans doute pas que le protocole HTTP, il y a 3 versions. Et la version 2, on a découvert il y a 3 semaines, 15 jours, qu'il y avait une vulnérabilité par construction, par codage, qui avait une certaine faille, et que des gens avaient trouvé comment exploiter cette faille. Donc ça, c'était les chemises rouges dont parlait Derek tout à l'heure. Ces gens-là ont trouvé comment exploiter cette vulnérabilité-là. Et les chemises bleues ont mis un certain temps avant de le trouver. Donc ça a été publié, ça a été rendu public il y a 2 semaines, 3 semaines. Et là, malheureusement, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas les bonnes équipes et que vous ne mettez pas à jour vos infrastructures, vous allez vous retrouver avec ce problème-là qui reviendra tout le temps. Les chemises rouges vont continuer à l'exploiter pendant que certaines chemises bleues ne sont même pas au courant qu'ils ont à le faire. Et donc on a le point de mon intervention peut-être un peu trop technique, c'est de dire qu'il faut reprendre tous les prérequis, toutes les présuppositions qu'on a sur une infrastructure hyper résiliente. Oui, l'infrastructure au global, elle le sera, mais vous, est-ce que vous allez être résilient? Et ça, encore une fois, on retombe sur des problèmes techniques très, très pointus qui demandent d'avoir les bonnes compétences dans toutes ces entités-là, en fait. Okay, so a question that comes up has for years in all these discussions. You think about all these complicated attack surfaces. But let's just talk about the one that comes up all the time. Is this system, System X, connected to the internet? And it comes up as a very basic question. Is that something worth still re-examining? Systems directly accessible to the internet. There's some famous tools that are available that scan all the time and find assets, just speaking and communicating to the outside world. So Eric, we'll start with you. We talk a lot about connectivity, especially internet connectivity. Haven't municipalities and transportation companies made great progress in mitigating this risk, or is that too optimistic? Non, mais je vais, quelque part, ça rejoint mon assertion précédente. En fait, les analyses de risque, enfin, je ne vais pas être trop technique, mais les analyses de risque, en fait, ont tout simplement pas été réalisées. On considère que la connexion sera sans doute permanente, et le jour où ça coupe, qu'est-ce qui se passe? On a eu l'occasion, alors je suis désolé, je vais me répéter par rapport à rentrer dans le détail de l'incident chez Eurocontrol. En fait, on a un principe assez simple qui est que tout le monde partage ses plans de vol pour que Eurocontrol en calcule une optimisation. Il suffit de couper ce lien. Donc le lien a été coupé par exemple pour mon aéroport, et on se retrouve sans cette optimisation-là. Et on a heureusement, c'est ce qu'évoquait Monsieur l'ambassadeur également, ça fait longtemps qu'on a prévu les cas de panne, et donc quelque part la perte de ce plan de vol était une panne comme une autre, et on a été capable de fonctionner dans un monde non optimisé. Et en fait aujourd'hui c'est cette difficulté-là, c'est-à-dire que les plans de contingence font perdre cette optimisation, et cette optimisation aujourd'hui elle est nécessaire pour traiter le bon nombre de passagers, traiter le bon nombre de trains, le bon nombre de bus, etc. Et dès l'instant où on va commencer à perdre cette optimisation, ça va avoir un effet boule de neige sur l'ensemble de la chaîne, et on va se retrouver avec des perturbations qui ne sont pas forcément à créer des risques pour les vies humaines, mais qui vont complètement désorganiser nos transports. Et ça rejoint sur ce qu'on évoquait sur les attributions. Quel est l'intérêt de certains acteurs malveillants de faire ça? C'est de donner un sentiment de non-maîtrise au niveau des États, au niveau des infrastructures, au niveau des collectivités. Et donc en fait, ces problèmes techniques relativement simples ont des impacts géopolitiques aujourd'hui, sans vouloir dépasser mon rôle de RSSI d'Aéroport de Paris. That's a super important point. The motivations of threat actors are varied. There are the for-profit groups. Ransomware fits right in that, but you're right, geopolitical concerns and a whole host of other scenarios that are starting to evolve. And billing systems, attacking a billing system, the great example in the United States with the Colonial Pipeline. They didn't attack the operating technology, they attacked a billing system. And through abundance of caution, which I believe was the CEO's words, they shut down the operating technology. So I think that would be in transportation also a problem, right? Information, billing, the scheduling, not human life involved, or
probably not, but still quite disruptive to the industry. So it's not all bad news. I think it would be nice to take a quick break from the challenge of this and just talk about what's positive about this. It's easy to focus on the challenges, but there are positives in this, right? Effective management of cybersecurity in the transportation sector can drive development of smart cities and intelligent transportation systems. There's a nexus between these things. So Nicholas, I thought maybe we could ask you to comment on the synergy between those two domains and accelerating their respective growth and innovation. Ben, c'est ce qui est fascinant de notre époque, parce que les gens, actuellement, tout le secteur de la cybersécurité, on est obligé de réfléchir à l'interconnectivité. Et on est obligé aussi de réfléchir, on le voyait tout à l'heure avec l'exemple là, de la collaboration entre différents corps de police ou l'OTAN qui supervise un certain nombre d'initiatives. Les silos, les frontières disparaissent. Et donc, concrètement, nous, au ministère des Transports, il faut se mettre en mode collaboration avec le ministère des municipalités, le ministère de la cybersécurité, pour entrer en dialogue avec les villes et les sociétés de transport, les distributeurs aussi, qui sont responsables de l'approvisionnement du Québec, mais également les producteurs des différents modes de transport, pour établir ensemble quel est le niveau minimal de sécurité pour partager les données, qui est un préalable, comme vous le savez, aux villes intelligentes ou au système de transport intelligent. À une époque, on était moins motivés à partager nos données pour des raisons de protection, mais pas de cyberprotection, là, de pouvoir, de contrôle de l'information. Aujourd'hui, avec le marché, la demande du public, partager l'information, ça nous permet d'être plus efficaces puis efficients lorsqu'on produit des services publics. Conséquemment, aujourd'hui, la demande est plus présente de la population et même des entreprises privées, mais je vous dirais que les intelligences artificielles vont nous permettre de traiter la donnée. Donc, l'automatisation, l'apprentissage automatisé, le traitement de langage avancé et la robotisation. Donc, on parlait des technologies opérationnelles, la robotisation des automobiles qui vont nous amener vers les véhicules semi-autonomes ou différents types ou modes de transport, nous amène à nous dire bien, la cybersécurité, c'est vraiment l'épine dorsale qui va mettre en place le partage des données, d'accueillir les intelligences artificielles et développer les systèmes de transport intelligents et les villes intelligentes. Donc, on est dans le bon domaine. En tout cas, ce qu'on voit, ce qui est assez frappant quand on aborde le sujet cybersécurité, c'est que ça casse les silos. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible d'imaginer protéger quelque chose si on veut le faire par petits bouts. On l'a vu en Europe sur les systèmes de transport, on le voit, on parlait des aéroports. Aujourd'hui, un aéroport, il y a souvent dedans un petit train qui emmène les passagers d'un terminal à l'autre. La personne qui opère cet aéroport doit avoir une vision complète de la sécurité. Non seulement du train, mais aussi des accès aux quais, des accès aux voies. Et tout ça, quand on fait de la cyber, on peut plus se permettre de faire ce qu'on a fait pendant des années en ingénierie, en opération, qui était de compartimenter, chacun gérant sa partie et passant à l'autre le bâton juste après. Parce que la menace à laquelle on fait face, elle ne connaît pas ces règles-là. Elle ne va pas s'arrêter à la frontière de c'est telle marque, ou c'est telle responsabilité, elle va aller partout où elle peut aller. Et donc, en tant que défenseur, protecteur, on va dire, on a nous aussi intérêt à être capable d'avoir cette vision tout à fait transverse et complètement, j'allais dire, uniforme, entre guillemets, du système qu'on veut protéger. C'est que la cybersécurité nous amène à réfléchir à l'écosystème des systèmes de transport intelligents et même des villes intelligentes. Donc, comme CIO, mais aussi CFO du ministère des Transports, moi, j'y vois une opportunité d'affaires d'investir en cybersécurité et en gouvernance de cybersécurité. L'aviation, historiquement, s'est construite avec une essence internationale. Les avions volent d'un point A à un point B, au-dessus de frontières. Donc c'est pour ça qu'on a créé une organisation des Nations Unies qui s'occupe de l'aviation et qui édicte des normes qui sont valables pour tous. On a réussi à construire un système qui permet d'éviter les accidents d'avion. C'est tout le travail qu'on a fait sur la sécurité. On l'a fait sur la sûreté aussi à partir des années 70, où on s'est aperçu que les avions
pouvaient devenir des instruments participants d'une menace, avec des actes terroristes qui ont culminé avec les attaques du 11 septembre 2001, où des avions ont été utilisés comme directement des armes. Et donc maintenant, on voit qu'on est confronté à un monde de plus en plus dangereux, avec une connectivité accrue de l'aviation dans tous ses composants. Tous les acteurs de l'aviation sont de plus en plus connectés, les aéroports, les compagnies aériennes, les avions eux-mêmes en termes de technologie, les prestataires de services de navigation aérienne, et on a une menace cyber qui augmente. Et donc la réalité, c'est qu'on est nous-mêmes obligés de sortir un peu du cadre qui était traditionnel, de travail avec ces acteurs, pour travailler avec de nouveaux acteurs, qui sont ceux du net, ceux des hautes technologies, ceux de l'intelligence artificielle. Et là aussi, ça nous oblige à l'OACI à travailler de manière transverse, de sortir de notre zone de confort, d'arrêter ce travail en silo où chacun travaillait sur la sûreté d'un côté, sur la sécurité de l'autre, et de créer des nouvelles gouvernances pour traiter ces nouveaux enjeux. C'est aussi une réalité à laquelle on est confronté. So, in looking at many, many different industries, there's a great example here today of expertise in a particular arena. I'll start with you. Some solutions could be applied to many different verticals, but some verticals need specific solutions. Where does that play in aviation? En fait, aujourd'hui, les systèmes de transport, donc des systèmes industriels souvent très critiques, avec une contrainte de temps réel, ont dû utiliser des protocoles ou des façons de fonctionner qui sont très spécifiques. Et donc quand on veut les protéger, il y a bien sûr des choses qui sont extrêmement standards et qu'on va pouvoir appliquer de manière totalement uniforme et répliquer de bonnes pratiques qui ont été vues ailleurs. Par contre, on va devoir, dans certains cas, entre guillemets, inventer la cybersécurité qui va avec le système qu'on veut protéger. Et on a parlé tout à l'heure de convergence entre l'IT et l'OT, ou de le fait d'utiliser de plus en plus de technologies de l'information classiques dans des systèmes critiques. Le système critique ne devient pas pour autant un système IT. Donc il reste un système critique, et donc on doit inventer la sécurité qui va avec. Donc oui, on a des choses qui sont tout à fait standards, qui vont être réutilisées dans les systèmes dits critiques des systèmes de transport, mais il va falloir effectivement se mettre autour d'une table pour créer des protocoles, des manières de réagir, des manières de faire qui sont adaptées à la cybersécurité du système qu'on veut protéger. Pour moi, ce qui est très important, c'est 3 éléments principaux. Le premier, c'est d'avoir conscience de la menace. Ça a déjà été dit lors de ce panel. Et donc, comment en avoir conscience? Eh bien, il faut d'abord partager lorsqu'on est confronté à un incident. Donc, ce partage d'informations est fondamental si on veut comprendre l'étendue des défis qu'on doit affronter. Le deuxième élément, c'est les partenariats. C'est qu'on est obligé justement de bousculer ces petites habitudes et d'aller travailler avec de nouveaux acteurs et de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Le troisième ingrédient, à mon avis, c'est d'avoir une gouvernance adaptée qui permette justement de mettre tout le monde autour de la table et qui permette de trouver les solutions ensemble, de faire en sorte que les gens aussi sachent quels sont les défis des autres, pour voir si on peut avoir un instrument commun ou si on doit mettre en place des instruments spécifiques à différents aspects de l'aviation. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à l'Organisation de l'aviation civile internationale, avec une nouvelle structure de gouvernance qui permet justement de mettre tout le monde autour de la table. La difficulté aujourd'hui, effectivement, c'est que tout le monde en prenne conscience. On parlait des trains tout à l'heure. En fait, le train, ça va être 3 grands acteurs. Ça va être celui qui va l'opérer, ça va être celui qui va devoir le maintenir, et puis ça va être celui qui en est propriétaire et qui donc sera le garant de la qualité de service. Aujourd'hui, ces équipements-là, ils sont relativement proches des voitures. Ils sont entretenus par, pour prendre un exemple assez trivial, ils sont entretenus par des mallettes que vous branchez et qui font un autodiagnostic. Ces mallettes-là, aujourd'hui, tout simplement, c'est des PC embarqués, et un certain nombre de dispositifs aujourd'hui, ça a été relevé dans un certain nombre d'aéroports, peuvent être compromis. Et donc les questions qui se posent derrière, c'est comment cette compromission va impacter l'équipement ferroviaire, par exemple, pour reprendre le cas d'Eddy. Ben là, on ne le sait pas, parce que justement, il y a
un travail qui n'a pas été mené jusqu'à présent. Les systèmes étaient anciens et donc ont été branchés sur des dispositifs plus récents. Et la capacité de ces virus, de ces malwares à se propager n'a pas du tout été envisagée. Donc nous, pour parler d'Aéroport de Paris de manière plus opérationnelle, aujourd'hui on a ce cas-là. On est en train de faire un certain nombre de recensements et quand on met tout le monde autour de la table, comme ça a été suggéré, on s'aperçoit que les compétences en cybersécurité sont très disparates. Et aujourd'hui, de manière assez étonnante, c'est plutôt les donneurs d'ordre qui, eux, sont la partie visible, notamment vis-à-vis de l'État. C'est eux qui doivent rendre des comptes en cas de problèmes cybersécurité. Ce sont souvent les donneurs d'ordre qui sont plus mûrs que la supply chain. Donc que ce soit le mainteneur qui normalement devrait être en permanence au goût du jour et devrait de lui-même proposer les mises à jour, les patchs pour garantir le meilleur niveau de sécurité. Donc déjà ces mainteneurs sont un peu un cran en dessous et souvent les fabricants historiques qui ont abandonné quelque part les chaînes de production sur un certain nombre d'équipements roulants. Je ne parle pas des avions qui sont plutôt bien entretenus, mais sur les matériels roulants, on s'aperçoit qu'il y a des endroits où on a complètement perdu les sources, plus personne n'est capable de les mettre à jour. Et donc finalement, on se retrouve tous les trois avec un problème au milieu posé sur la table, à ne pas savoir comment le résoudre. Donc ce travail-là, ça rejoint également les propos de Monsieur l'ambassadeur sur le besoin de mettre tout le monde autour de la table et de voir le problème de manière globale et pas de laisser des zones d'interférence ou des zones libres entre les différents acteurs, se rejetant un peu la balle de la responsabilité de la correction, par exemple. Peut-être pour vous donner un exemple précis de ce qu'on fait. Vous savez maintenant que les documents de voyage, les passeports que vous utilisez sont biométriques, donc ils contiennent des données numériques, que les autorités de contrôle, quand vous passez le contrôle à la frontière, peuvent lire ces données. Et donc la question, c'est de donner à ces autorités la possibilité de vérifier que le passeport est un bon passeport, qui a été émis par une personne qui en avait la compétence. Et on a mis en place à l'OACI un système de clés publiques avec un registre centralisé qui est à l'OACI, à Montréal, qu'on appelle le Public Key Directory, et qui donne la possibilité aux autorités de contrôle, lorsqu'elles voient un passeport, de vérifier si les clés qui sont dans ce passeport sont correctes, enfin si l'autorité qui a mis le passeport avait le droit de le faire, et si le passeport, au bout du compte, est un passeport sûr. Et donc ça, c'est vraiment des choses très concrètes qu'on fait. Alors la question aussi qui se pose, c'est pour gérer toutes ces interconnexions entre ces avions connectés à des systèmes aéroportuaires, des compagnies aériennes, etc., est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes sécurisés, ce qu'on appelle un cadre de confiance, qui permettrait de sécuriser les interconnexions entre ces différents acteurs? Ça, c'est quelque chose à laquelle on travaille à l'OACI maintenant. So we talk about all these things, these factors, all the different parties involved. Whose job is it to secure this? Private sector? Public sector? Regulatory bodies that either exist or don't exist yet? Is it the job of government? Is it a job of national government, local government? So I'll put that question out to whoever wants to jump on that first, Eric. Souvent, le leadership, on ne peut pas dire qui doit l'exercer, mais je pense que le secteur public a un grand rôle à jouer. Pourquoi? Parce que dans nos démocraties, on doit obtenir la confiance du public pour partager l'information. Donc, le secteur public, par exemple mon ministère, on doit absolument exercer un leadership auprès des villes, auprès des acteurs économiques qui sont responsables de nos chaînes d'approvisionnement ou les producteurs de produits de mobilité et également des sociétés de transport. Pourquoi? Pour rehausser ensemble nos critères de sécurité, établir la gouvernance si jamais on était cyberattaqué en partageant nos données, mais également s'épauler dans cette grande aventure que représentent les systèmes de transport intelligents et des villes intelligentes. Donc, prévoir, prévenir, planifier, que présentement on travaille sur la cybersécurité, mais ultimement, c'est pour partager des données, les valoriser et améliorer les services publics municipaux, provinciaux et fédéraux. Conséquemment, comme je le disais, le premier travail, ça va être de garantir à la population que ce sera sécuritaire, l'information qui sera partagée. Et ça, ce sera le point de départ ou le carburant du moteur qui va nous permettre de mettre en place les systèmes de transport intelligents, des systèmes performants et les villes intelligentes, à mon avis.
En tant que représentant de l'État français, évidemment, je ne peux que dire que l'État a une responsabilité particulière. Nos concitoyens en démocratie, ils attendent de l'État qu'il garantisse la sécurité. Et donc la cybersécurité est aussi fait partie de la sécurité dans le contexte d'un environnement de plus en plus connecté, de menaces cyber. Donc il y a évidemment un rôle de l'État et c'est clair qu'il doit l'exercer. Et s'il ne le fait pas, c'est nos démocraties qui s'affaiblissent. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. Mais en même temps, effectivement, l'État ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin de travailler avec tous les acteurs que vous avez mentionnés. Et c'est ça un peu le défi, c'est qu'on est obligé d'abattre les frontières traditionnelles. On ne peut pas dire que l'État va légiférer et traiter le problème uniquement par des lois. Il doit le faire aussi par des modes opérationnels, comme quand il y a une cyberattaque, comment on s'organise collectivement autour de l'État pour pouvoir y faire face. Et donc ça, c'est tout ça qu'on doit organiser. Effectivement, en Europe, pour nos amis canadiens, regardez un petit peu ce qui se passe en Europe, notamment avec la nouvelle directive qui s'appelle NIS 2, Network and Information Security, qui est donc l'évolution de la première, évidemment, qui instaurait un certain nombre de ce qu'on appelle de services essentiels. Et donc, quelque part, on retrouve le rôle de l'État, donc en l'occurrence de l'Union européenne dans ces cas-là, pour clarifier un peu le terrain de jeu en disant, voilà, ces sujets-là doivent absolument être au bon niveau de sécurité. Et donc là, la responsabilité, elle est un peu top-down, c'est-à-dire qu'il faut définir un cadre réglementaire ou législatif. Donc ça, c'est le rôle de l'État, évidemment, enfin, ou de l'Union européenne ou d'autres. Ça peut être également l'OACI dans certains cas. Ça, c'est la première chose, qui ensuite va obliger les opérateurs, donc les aéroports, les ports, enfin, etc., tout ce qui rend un service public essentiel, comme son nom l'indique, qui vont devoir faire ce travail ensuite d'animer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, comme on doit dire ici, ou la supply chain, qui, en conséquence, doit prendre également des obligations en matière de cybersécurité. Donc quand on regarde notamment ce qui s'est fait en Europe, malgré toute la difficulté d'implémentation, on s'aperçoit que ça a vraiment eu des effets bénéfiques. L'ensemble de la chaîne est obligé de se mobiliser, ne serait-ce que pour rendre des comptes. Et également, pour rebondir sur un des points que vous avez cités, sur la NIS 2, il y a également l'organisation beaucoup plus forte en réseau de l'ensemble des entités de surveillance de différents États, donc ce qu'on appelle des CERT ou des CISERT, qui ne vont plus travailler localement, nationalement, mais qui vont devoir remonter un certain nombre d'informations, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un pays forcément qui est visé, ça va être en l'occurrence pour ce qui nous concerne l'Union européenne. Donc on a également cette volonté de collaboration interétatique, et qui à mon avis sera la seule manière d'avoir une force commune. Je suis d'accord, je pense effectivement que c'est un orchestre qui va jouer. Donc chacun a sa partition, mais il y a un chef d'orchestre. Donc la force publique, l'autorité publique, elle est le chef d'orchestre. Elle doit fixer les objectifs, donner un cadre, faire en sorte que ça puisse arriver. Mais après, elle ne peut pas jouer le clarinettiste. Donc il faut que celui qui va fabriquer l'objet, il ait bien compris la feuille de route, qu'il ait les moyens de le faire et que les choses soient claires. Donc établir des langages communs, se fixer des objectifs atteignables. Et ça, c'est le rôle, de mon point de vue, de l'autorité publique. C'est de faire en sorte que ce soit possible. Après, effectivement, les acteurs privés ou publics, délégataires d'autorité pour exécuter les missions, c'est à eux, effectivement, ensuite de prendre le relais pour j'allais dire, réaliser et implémenter. Et je voudrais ajouter que la menace cyber, elle est transfrontière. Un acteur qui menace un autre acteur souvent se trouve dans 2 différents pays. Et donc la coopération internationale est fondamentale. Et d'ailleurs, la stratégie en matière de cybersécurité que l'OACI a adoptée, l'un des premiers piliers de cette stratégie, c'est la coopération internationale, avec l'échange de meilleures pratiques, la recherche de solutions communes. Évidemment, c'est un défi aussi, parce qu'on sait que dans les acteurs de cette coopération internationale, il y a parfois des acteurs étatiques qui eux-mêmes sont à l'origine d'une menace, ou qui en tout cas soutiennent des acteurs privés qui menacent les États. Et donc c'est un peu ça, tout l'équilibrisme auquel on doit s'attaquer. Mais vraiment la tâche est difficile, mais il y a une volonté réelle de l'affronter collectivement avec cette coopération entre États, entre acteurs de toute la chaîne de valeur, pour faire en sorte que ça marche et qu'on puisse se défendre des attaques. Okay. So we've got enough time for maybe a very quick future prediction. So get out your crystal balls. We know today it's a bit challenging. So a week from now, a year from now, 10 years from now, what are we going to be talking about? Je dirais qu'il y a eu une conférence juste avant qui parlait de ça.
le carburant ultime, c'est l'être humain. Donc on a besoin de forces vives. On parle de défense, de protection, de s'organiser. On ne le fera pas sans des gens. Les logiciels, c'est bien, mais on a besoin de compétences. Et donc, ce qui va perdurer dans les besoins de la cybersécurité, c'est d'abord des compétences. Donc on a besoin aujourd'hui, la semaine prochaine, l'année prochaine et dans 10 ans, d'avoir des gens compétents. Ensuite, après, le reste devrait suivre. C'est-à-dire que les technologies, on va les maîtriser, les logiciels, on sait les écrire, les systèmes, on sait les faire. Par contre, si on n'a pas les ressources pour travailler, les gens formés qui sachent réagir, on va avoir un vrai problème pour traiter notre sujet. C'est clair que les ressources humaines sont fondamentales, y compris pour une organisation comme l'OACI. Les experts cyber sont peu nombreux, ils sont chers, et pour une organisation du système des Nations Unies, presque inabordable. Donc ça ne fait que renforcer l'idée qu'il faut une coopération accrue et que beaucoup des ressources se trouvent aussi chez nos partenaires du secteur privé. Et donc il faut travailler ensemble, c'est ça un peu le défi, et qu'on essaye à nouveau d'organiser en ayant la bonne gouvernance. Moi, je parlerais de la maturité du citoyen, en fait. Aujourd'hui, on compte beaucoup sur l'ensemble du système pour protéger le citoyen, le passager, pour ce qui nous concerne. En fait, la cybersécurité aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, c'est un sujet de société. C'est-à-dire que chaque individu doit comprendre quels sont les risques dans les outils qu'il utilise, que ce soit son téléphone, que ce soit les photos qu'il poste. On a eu le cas, pour finir sur l'aviation, on a eu le cas des gens qui publiaient leurs billets d'avion montrant leur numéro de frequent flyer, etc., ce qui a engendré des piratages monstrueux où les gens se sont fait voler tous leurs miles juste en ayant posté une photo. Donc il faut que les gens également comprennent que les usages qu'ils ont aujourd'hui sont à risque et donc prennent les mesures de protection qui s'imposent. Donc ça rejoint un peu le point d'Eddy, il faut qu'on ait également des formations au niveau des citoyens. On parle beaucoup ces temps-ci de l'intelligence artificielle, mais on va avoir besoin de l'intelligence humaine. Donc c'est l'intelligence humaine qui va faire face à tous ces défis-là, qui va innover, trouver des nouvelles solutions, qui va se libérer de ses croyances en termes d'institutions pour partager des nouvelles solutions, mais aussi tisser de nouvelles collaborations. Donc, vous le disiez tout à l'heure, les gens qui travaillent en cybersécurité, comme les gens qui travaillent maintenant en informatique, ne peuvent plus travailler d'une posture de soutien. Il faut qu'ils comprennent l'écosystème pour pouvoir le défendre, mais leur compréhension, ils devront la partager parce que c'est comme une course à relais. Ils passeront le témoin aux gens qui vont gérer les données et aux gens qui vont développer les technologies, les systèmes de transport intelligents et villes intelligentes. À mon avis, ces nouvelles collaborations-là qui vont émaner de l'intelligence humaine vont garantir la résilience de nos systèmes d'information et surtout préserver, voire même rehausser la confiance du public dans toutes ces nouvelles choses qui arrivent à nos sociétés. Well, thank you, gentlemen, for not only doing the panel today, but for what you do for us in society. It's important jobs, important work. Thank you each.